Martino. Le parrain de l'actualité. As-tu un chien, un chat? As-tu un animal domestique, Stéphanie? Non, j'ai pas ça. T'as pas ça? Non. Mais tu comprends. Mettons, est-ce que tu comprends que quelqu'un là, qui est attaché à son chien meurt, puis voudrait comme avoir un chien qui ressemble à son ancien chien? Je pense pas que je le comprends, non. Non, mais je me dis, c'est sûr qu'on est attaché, mais il y a une fin. Il y a toujours une fin quelque part. Là, on va aller où? Mettons, un gars, il y a une femme, sa femme est malade, puis elle décède, et va vouloir comme avoir la cloner, puis avoir sa femme encore là. Mais ça sera pas sa femme. Mais non. Elle n'a pas vécu les mêmes affaires. Elle n'aime pas, tu sais. Ah, c'est complexe, ça. Alors, Tom Brady, l'ancien carrière étoile à NFL, qui a annoncé que son chien actuel est un clone de son ancien chien, décédé en 2023. Mais non, mais il ferait ça avec un oiseau. Mettons, s'il y avait un oiseau, il clone son oiseau, je sais pas. On va en parler avec Caroline Kilsdank, qui est médecin vétérinaire et bioéthicienne. Bonjour, Madame Kilsdank. Bonjour, M. Martineau. Donc, on peut cloner des chiens. Est-ce que ça coûte, ou des chats? Est-ce que, j'imagine, ça coûte quand même très cher, là. C'est pas abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Non, vraiment pas. D'après les informations que j'avais déjà vues et qui semblent se maintenir, là, on parlerait d'environ 80 à 100 000 $ pour faire cloner un animal. C'est pas, évidemment, il n'y a pas une offre sur le marché très étendue. J'ai vu des endroits en Asie, puis un endroit aux États-Unis qui l'offre. Ceci étant dit, si vous me demandez mon opinion sur le sujet, je vais certainement émettre quelques réserves. Premièrement, face aux gens qui voudraient avoir le même animal, penser qu'ils vont pouvoir comme reprendre leur vie avec leur animal de compagnie comme si l'animal n'était pas décédé puis il y en avait un. Oups, malheureusement, on va la récupérer. Oui, Madame Kilsdank. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Bon. Alors, on a des mauvaises nouvelles pour ces gens-là parce que ça ne sera pas nécessairement le même animal, ça ne sera pas pareil. Moi, j'ai devant moi mon vieux caniche royal là, de 15 ans, qui est un chien que j'adore et qui est le chien parfait pour moi. Et je l'ai eu quand elle avait 2 mois. Et puis, elle, premièrement, elle a une certaine génétique. Si je la faisais cloner, l'autre chien aurait la même génétique. Okay. Mais les facteurs d'épigénétique, par contre, combien de petits frères et de petites sœurs en même temps dans le ventre de la maman, l'alimentation de la maman, le stress autour de la maman, les soins maternels que la maman va donner à ces chiots-là, tout ça va varier et tout ça va donner un chiot qui déjà dès le départ va être différent. Puis quand elle arriverait chez moi, je peux vous dire qu'elle serait plus éduquée dans le même contexte. Il y a 15 ans, on était 6 dans la maison ici. Et c'est plus le cas maintenant. Alors, c'est ça. Les enfants sont tous partis maintenant. Oui. Alors, j'aurais pas le même chien. Alors, déjà, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens. Mais je le dis vraiment sans jugement, mais les animaux de compagnie jouent vraiment un rôle très, très grand pour bien des personnes. Puis j'ai cherché dans mes petites conversations avec des vétérinaires, parce qu'on en a beaucoup entre nous. J'ai vu un témoignage là, d'une vétérinaire à qui ça avait été demandé de prendre un échantillon ici au Québec, là, un échantillon avant l'euthanasie d'un animal, en vue d'éventuellement le faire cloner si la dame réussissait à amasser les 100 000 $ nécessaires. Alors, voilà. Boy, OK. Ouais. J'ai déjà vu il y a quelques années un documentaire que je conseille à tout le monde qui s'appelle Gates of Heaven. Ça dure 3 heures. C'est un documentaire qui a été fait dans un cimetière pour animaux. Et on interviewe les gens qui vont porter des fleurs sur la tombe de leur chien, de leur chat et tout ça. C'est un documentaire extrêmement touchant, très émouvant, où les gens parlent de leur animal, puis finalement, c'est un documentaire sur la solitude, c'est un documentaire sur l'isolement, sur leur attachement, et au début, on peut rire en disant, mon Dieu, que son chien prend beaucoup trop d'espace dans sa vie, puis finalement, on comprend que c'est un lien affectif. Là, je n'irais pas peut-être jusqu'à dire le même lien affectif qu'on a avec un enfant. Il y en a qui le diraient.
Il y en a qui le diraient, particulièrement plus souvent ceux qui n'ont pas eu d'enfants, qui vont pouvoir le dire comme ça. En général, ceux qui ont des enfants vont dire non, il y a vraiment une différence entre les deux. Mais c'est sûr que d'un point de vue biologique, c'est le même type de lien qui se développe. Hein. Nos relations d'attachement, dans le fond, il y a un modèle biologique là, qui s'applique à toutes nos relations. C'est ça. Et Mme Kelsdonk, mettons, s'il y avait un beagle, puis son beagle meurt, il n'y a rien qu'à acheter un autre beagle. Je veux dire, le chien va se ressembler, mais c'est le même type de caractère et tout ça, mais je trouve que c'est aller loin d'essayer de reproduire le même chien en laboratoire, là. Ben, c'est aller loin, d'autant plus que ça risque peut-être encore plus de mener à des déceptions. Puis je m'en voudrais de pas mentionner aussi, pendant qu'on en a l'occasion, les risques de dérive là aussi par rapport aux poules génétiques. C'est sûr que c'est pas le cas si on fait juste cloner son propre animal de compagnie, mais toutes les techniques qui mènent à la possible production d'un plus grand nombre d'animaux identiques viennent diminuer le pool génétique puis la variabilité au sein des animaux. Tu sais, ça a été le cas, ne serait-ce qu'avec l'insémination artificielle là, chez différentes espèces, ça a été le cas. Alors, avec des techniques comme celle-là, c'est le cas aussi. L'autre chose que j'ai pas mentionnée, c'est que quand on utilise des techniques comme celle-là, il y a des effets en partie qu'on ne comprend pas complètement, mais il y a des effets sur la santé des fœtus et éventuellement là, des animaux qui en naissent. Toutes sortes de malformations, des fois naître à un poids beaucoup plus élevé que la normale, une partie du corps qui est surdéveloppée, différentes malformations, tout ça. Oui. On ne sait pas exactement quelles sont les causes. Donc, des malformations dont la cause n'est pas génétique, puisque la génétique est la même, mais qui sont développementales, là, causées par le développement in utero. Alors ça, c'est un autre effet secondaire de ces techniques-là. Puis il faut pas oublier aussi qu'il faut utiliser d'autres animaux. Parce que pour produire un clone, là, ça prend une petite chienne qui va porter le petit clone et possiblement. Et les petits clones, il y en a un très faible pourcentage qui va survivre. Donc, on va créer beaucoup de petits clones dont beaucoup vont décéder soit en étant implantés ou au cours de la gestation. Fait qu'on vient créer vraiment beaucoup de... Ben oui. Vraiment beaucoup d'enfants de permettre à des entreprises privées de manipuler le vivant à des fins de profit. J'ai un problème éthique avec ça. J'imagine vous aussi. Absolument. même pour les végétaux. Même pour les végétaux, quand ça s'accompagne de droits sur le vivant, là, c'est ça. Faut quand même, faut vraiment réfléchir à tout ça comme société. Puis, ce qui s'applique aux animaux, ben là, il y a aussi la question que ça finit toujours par mener à des choses qui se font vers l'humain. Je comprends qu'il faut pas toujours avoir une peur absolue de la pente glissante, mais une certaine prudence est quand même de mise. En science, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit nécessairement le faire. Et c'est là où il y a des bioéthiciens, justement, qui disent peut-être qu'on peut le faire, mais peut-être qu'on ne devrait pas le faire. Puis ça, c'est des questions d'éthique en sciences qui vont se poser de plus en plus. Merci beaucoup, Caroline Kelsdonk, médecin vétérinaire et bioéthicienne. Toujours intéressant de vous parler. Merci.